Bonjour, je suis aussi heureuse qu'intimidée d'avoir cette belle occasion de contribuer à cette 11e rencontre internationale d'ELEA, cette journée de réflexion sur les traces de l'activité des passeurs dans l'ELEA. Relier recherche Léa, traces et passeurs n'a rien d'évident. Cela demande à être explicité. Alors, la notion de passeur ou de passeuse. Le rôle de passeur est défini dans d'autres contextes que le nôtre, mais qu'en est-il dans le contexte de nos recherches LIA? Le passeur fait du lien entre les lieux, entre le Léa et les lieux d'éducation qu'il associe, entre les membres du Léa et l'extérieur. C'est un rôle que nous avons qualifié de distribué. Il est joué à l'interface entre métier et institution. Il est déterminant pour la compréhension entre tous, pour le partage de ressources, d'expériences et de savoirs techniques et théoriques entre les membres de l'EA et pour la progression des projets. Cette 11e rencontre d'ELEA constitue une occasion de courtage de connaissances. Elle est elle-même une occasion de rendre accessibles nos travaux au-delà du réseau, y compris à l'international, nos productions, nos résultats, nos méthodes. Et les passeurs sont identifiables par les traces de leurs actes, d'où l'étude que nous menons. Par exemple, des passeurs peuvent faire bifurquer une discussion autour d'un choix méthodologique. Eh bien, de tels actes n'apparaissent pas avec évidence. Ils sont même rarement visibles et il arrive qu'on ne les repère pas ou qu'on ne les exploite pas. Alors, aujourd'hui, lançons-nous sur les traces de cette activité. Nous allons procéder en 3 étapes. Après une définition de la trace d'une manière générale, nous allons aborder les traces dans les LEA et cela nous permettra de terminer avec les traces d'activité des passeurs. Définissons la notion de trace à partir de quelques images. Cette première image présente des traces, empreintes, qui peuvent paraître inertes mais qui signalent un déplacement, quelque chose de dynamique. Cette trace, elle est rétrospective, elle donne à percevoir, ou plutôt à imaginer, ce qui n'est plus visible, mais que la trace fait surgir du passé dans le présent. Alors, les traces n'ont pas toutes un potentiel indiciel. Ces empreintes ne deviennent traces que si je les qualifie comme telles, c'est-à-dire si elles répondent à des questions que je me pose. Sinon, je ne les regarde même pas. Une trace d'action au sein d'un LEA peut présenter une valeur indicielle et nous conduire vers un passeur, mais il faut y réfléchir avant de mener l'enquête. Autre image, celle d'un sillon tracé incidemment dans un champ, mais qui va ensuite être exploité de manière déterminée comme un chemin qui se suit. La trace matérialise alors un guide à suivre, elle cadre l'activité à venir. Elle est ici prospective, autant qu'elle a été rétrospective. Par transposition, on peut penser au guidage d'actes de passeurs. Des traces d'action de passeurs peuvent frayer un chemin à d'autres, pour leur proposer une manière de faire, pour leur ouvrir des portes sur son univers professionnel, par exemple. Un enseignant peut expliquer à un chercheur comment il s'y prend pour organiser la coopération dans sa classe et le chercheur, en retour, peut lui présenter la manière dont la recherche traite cette question dans son champ scientifique. Et cela peut à nouveau nourrir des pratiques. Cette image-ci, qui appartient à la NASA, a été produite peut-être incidemment ou peut-être à dessein. En tout cas, le cliché a été pris dans un contexte scientifique d'observation du sol martien. Est-ce que le cliché cherchait à montrer que le sol est meuble ou bien
Est-ce le fruit d'une émotion liée au risque d'un enlisement? La question se pose, nous n'allons pas la traiter aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est que cette trace a fait l'objet d'une publication qui a permis à ceux qui n'étaient pas présents d'accéder à la vision d'un événement qui sans cela aurait été inaccessible. Et donc cette deuxième exploitation de la trace lui attribue une valeur nouvelle, une valeur de preuve. Il s'agit de prouver que l'engin a roulé sur Mars. Et puis cette trace a été non seulement publiée dans la presse, mais aussi dans un article Wikipédia. Et là, elle prend une valeur de document, voire de document historique. Elle prend même un sens symbolique. Elle finit par faire écho au premier pas de l'homme sur la Lune. C'est le premier roulis sur Mars. Alors, on peut transposer cette trace rétrospective dans les Léa. Une trace peut effectivement nous aider à établir des preuves de ce que nous avançons. Elle devient alors gage de scientificité ou donnée de recherche. Elle peut symboliser l'action d'un passeur. Cet arbre est gravé sur l'intégralité de son tronc. Il porte des signatures, des traces donc intentionnelles et personnelles qui font un lien entre des noms, des instants de vie et un lieu de passage. La photographie a d'ailleurs été prise sur une aire d'autoroute et les auteurs de ces traces souhaitent qu'elles résistent à l'effacement. Ils y cherchent une manière de se faire connaître et ils aimeraient s'y retrouver ultérieurement. On peut associer cette image à des traces identitaires produites dans les Léa. Il y a des chartes graphiques des Léa, on y trouve des logos, une page de site, des styles d'écriture dans les billets de blog, etc. Certaines traces produites également intentionnellement peuvent s'avérer un peu plus complexes. Ici, c'est un dessin technique d'un réparateur de machines à coudre au Bénin. Il s'appelle Ézéchiel Messou. Et il produit des traces qui sont à la fois rétrospectives et prospectives, puisque, ayant constaté qu'il réparait souvent la même machine pour les mêmes pannes, il a pris l'habitude de dessiner les machines qu'il répare et de faire un dessin technique plus précis des pièces sur lesquelles il intervient. Et ces dessins vont donc cadrer, guider, optimiser ces réparations ultérieures. Et ces dessins techniques, il y prend goût, il les esthétise à tel point que, à présent, ces dessins font partie de collections du musée d'art brut de Lausanne et apparaît parfois dans des expositions. Donc, on peut également transposer cette forme de trace à ce qui nous occupe. Les écrits produits dans les Léa peuvent également changer de valeur au fil du temps. Alors, un dossier de candidature ne devient pas nécessairement une œuvre d'art, mais il peut être perçu comme un gabarit présentant les activités de 3 ans de recherche à construire. Il peut aussi, en fin de Léa, devenir le souvenir d'une époque révolue. Et puis, dernière image, on peut espérer que les Léa ne produisent pas de traces physiques, en tout cas pas d'œil au beurre noir, et heureusement. Bon, la trace ne vaut pas pour elle-même, mais pour ce qu'il a causé. Et elle vaut par la lecture qu'on en fait et qu'on en propose dans nos espaces de réflexion, d'enquête et de communication. Une trace nécessite une analyse, c'est ce que nous souhaitons travailler. Divers champs scientifiques se sont penchés sur la notion. Beaucoup ont été cités dans le bilan annuel du réseau des Léa de 2019, signé de Réjeanne Mounon-Saldi, Samia Aknouch, Jean-Charles Chaban, Luc Trouche et Carole Weneff. Alors, on fait le point sur quelques champs scientifiques qui vont nourrir la réflexion aujourd'hui. En information et communication, Jeanne Ray signe un ouvrage qu'il intitule « Fabrique de la trace ». Dans cet ouvrage, il souligne la difficulté à définir et à délimiter
les traces et la nécessité de les qualifier comme traces qui font signe, c'est-à-dire les repérer, les sélectionner, les déchiffrer et les documenter. Il s'agit de lire la trace comme signe de quelque chose et de vérifier la pertinence de cette lecture avec d'autres traces recueillies ou produites. En histoire ou en herméneutique, dans des approches sémiotiques, un rapprochement est fait entre la notion de trace et les notions d'archives et de documents. La trace, c'est un vestige, c'est un résidu, mais qui prend un statut de garant, qui devient preuve matérielle. Elle devient un moyen de mettre en évidence ce qui a disparu. La trace est donc paradoxale, elle mêle présent et passé, elle donne accès à ce qui a eu lieu et est révolu. Et si la trace est un effet signe, selon Ricoeur, elle établit entre un fait et sa trace un rapport de signifiance et de causalité. Et l'archive, c'est un ensemble organisé de documents ou d'enregistrements, et organisé en lien avec une institution pour les conserver et les instituer dans un but précis. Vous voyez que se précise cette notion de qualification de la trace. Ainsi, en archivant les traces d'un Léa, on peut identifier le passeur par ses actes, à condition d'organiser les traces de nos interactions, de les archiver, d'en faire une relecture en causalité, en remontant le plus loin possible jusqu'à leur origine. Autre domaine d'étude de la trace qui peut nous nourrir, c'est le domaine de la littérature avec notamment la critique génétique. Il s'agit de l'étude des manuscrits d'auteurs pour y voir naître l'œuvre, comme l'évoque le titre « Naissance de l'œuvre de Louis Hay ». Et ces pratiques en critique génétique ont inspiré la génétique textuelle. Il s'agit également d'identifier les phases génétiques de la production d'un écrit, mais cette fois-ci hors littérature, pour des écrits plus ordinaires. On étudie donc la naissance des textes et on y étudie des déplacements, des suppressions de mots ou de passages, des renoncements, des ajouts, des développements, des reformulations, des commentaires de ce qui est écrit, ce qu'on peut appeler aussi autonymie. Et ces approches ont été transposées également au monde de l'éducation pour repérer comment, dans un écrit provisoire, se construit une réflexivité, une production, et comment l'écrit peut devenir trace de la genèse d'une production. Cela peut se transposer au sein d'Eléa. On peut observer attentivement son environnement de travail pour repérer les traces potentiellement révélatrices des actes du passeur. On peut capter les mouvements d'une production de ressources et y distinguer telle ou telle démarche de contributeur qui se serait passé la balle, qu'il aurait saisi au bon cette balle pour faire avancer le jeu commun. En analyse de l'activité, la recherche produit parfois des traces pour faire émerger la manière dont le professionnel pense sa situation. Ils peuvent produire des traces d'enregistrement vidéoscopique ou bien des traces d'enregistrement audio ou réunir des traces textuelles dont ils se servent pour remettre l'acteur dans sa situation de travail. L'acteur est alors invité à visionner, écouter, relire de telles traces avec le chercheur qui lui laisse la main et qui accueille sa réaction, sa relecture de la situation et qui mesure les effets de la différence produite par la confrontation à la trace.
Cela se fait dans le cadre d'entretiens dits d'auto-confrontation à des traces de l'activité. Et les domaines de la didactique professionnelle et de la clinique de l'activité recourent notamment à ce type d'entretien. Il est possible aussi de constituer un dossier de genèse d'activité, d'enseignement ou d'éducation. Il est possible de recourir donc aux traces de cette activité et d'en constituer ce dossier pour y percevoir la construction d'un discours, pour y repérer une cristallisation de multiples discours sources qui cadrent l'activité observée, étudiée. C'est le fruit là d'une combinaison de deux méthodologies, la méthode génétique et la méthode d'analyse de l'activité. Par transposition, pour ce qui concerne les passeurs, leurs actes étant souvent invisibles, on pourra chercher des moyens de les mettre en évidence. Alors, intéressons-nous maintenant plus précisément aux traces dans les LEA. Dans ce tableau, les traces sont catégorisées en référence au bilan du réseau de 2018-2019, où il était question de traces mémoire, de traces trajectoire, de traces identité, indices et exemples, et nous les avons réparties en traces rétrospectives et traces prospectives. Et puis, nous les avons classées selon deux échelles, les traces à l'échelle du réseau et celles qui sont produites ou recueillies à l'échelle des LEA. Alors, ce tableau vise à repérer des traces d'actes de passeurs, mais pourtant, il donne une vision très statique. C'est la première remarque qu'on peut faire. Deuxième remarque, des traces manquent. Elles sont pourtant nombreuses, mais certaines manquent. Celles qui manquent sont les traces informelles, qui seraient pourtant riches d'indications. Par exemple, les courriels, les communications sur Twitter, sur les sites d'établissement, dans les sites académiques, par affiches, par documents partagés. Alors, ces éléments ne sont pas à négliger, mais ils pourront venir documenter la lecture des traces sélectionnées pour identifier des passages et des passeurs. Ce sont plutôt des traces qu'on pourrait qualifier de secondaires. Troisième remarque, on peut faire le constat de la polyvalence de certaines traces. Certaines ont plusieurs fonctions, comme le site et le blog, qui font à la fois mémoire et identité. Il y a des usages en interne et des usages tournés vers l'extérieur, mais le tableau ne donne pas vraiment de visibilité, de franchissement de frontières. C'est ce qui manque dans cette catégorisation. Quatrième remarque, ces documents valent pour eux-mêmes. On doit les exploiter et les documenter pour les mobiliser comme traces de déplacement et de transfert de connaissances. La qualification de la trace et l'étayage pour preuve nécessitent ce travail. Alors, lesquelles parmi ces traces donnent à voir les actions des passeurs? Alors, par exemple, peut-être les comptes rendus de réunion, mais à certaines conditions. Par exemple, la condition de mentionner les énonciateurs, d'évoquer les influences qu'ils exercent, de citer ou de signaler les controverses qui ont lieu en réunion. Voilà, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Les émissions de la web radio Cadécole peuvent également fournir des traces tout à fait riches d'enseignements sur les passeurs. Cinquième remarque, on notera l'importance de l'enjeu de compréhension de nos fonctionnements. Et élaborer une connaissance de nos traces peut nous permettre d'adopter des stratégies de travail. Et puis peut-être aussi
de favoriser le rayonnement de nos recherches par une capacité accrue à en définir les caractéristiques. Cette présentation du réseau montre les liens dynamiques, les passerelles lancées entre différents environnements, différentes personnes contributrices dont l'activité au sein du Léa tisse des liens entre institutions, entre services. Les flèches montrent comment des espaces institutionnels se retrouvent imbriqués. Le champ lexical souligne ces dynamiques et ces imbrications avec les verbes rassembler, regrouper, les noms de réseaux, lieux associés, synergie, interface, collaboration. Bref, ce schéma présente à la fois la constitution du réseau, mais cette imbrication concerne également le comité de pilotage et elle caractérise également la constitution de chacun de nos Léas. Dans les Léas se jouent des dynamiques, des passages, des porosités. Ce tableau vise à repérer, à rendre visibles les formes de collaboration. Alors, dans un Léa, on débute à partir de questions d'enseignement et d'apprentissage. Elles sont un point de départ, elles traitent d'un problème rencontré dans un lieu d'éducation, il est décrit, étudié en vue de sa résolution. Et cette étude produit des traces qui fonctionnent comme support de restitution d'expériences, de récits, mais aussi de réflexivité. Ça produit des traces de type empreinte, mémoire, trajectoire, sillon, exemple, sillage. Ces questions rencontrent des questions de recherche en éducation et formation. Elles ont le même point de départ, mais les traces que ce questionnement produit sont d'une autre nature. Il s'agit plutôt de données de recherche qui fonctionnent comme indices, éléments de preuve. Alors, ces questions sont traitées ensemble. Et se construit ainsi, au fil des réunions, dont on a des comptes rendus, l'objet frontière. Un espace se délimite, mais qui est un espace interinstitutionnel, intermétier, parfois intercycle. Se construit un objet commun, mais qui est perçu avec des différences. Se construit une démarche d'enquête, référée scientifiquement et régulée par les besoins de la pratique d'éducation et de formation, qui sera alors davantage documentée. Avec les flèches qui sont là-haut, en haut du tableau, on visualise un possible partage des tâches, une possible circulation des techniques et des théories de référence, ce qui aboutit à la production d'un discours commun, mais qu'on peut qualifier de polyphonique, et on peut mobiliser les concepts de dialogisme ou d'interdiscours pour les étudier avec davantage de précision. Et dans ce processus, on distingue des rôles et des implications diverses. On commence par l'observation et la réception. On peut en obtenir des traces dans les bilans individuels. Alors, comment y identifier des actes de passeurs pour savoir de quel type d'observation ou de réception il s'agit? Eh bien, on pourrait produire une trace pour révéler cet acte
plutôt invisible, d'observation et de réception par des entretiens individuels ou collectifs des membres du Léa. Certains Léa le font. Deuxième rôle ou type d'implication qu'on peut repérer dans nos travaux, c'est la contribution à la production de ressources pour l'enseignement, pour la formation, pour la recherche. Alors, quelle possibilité avons-nous de percevoir qui contribue à les produire ou à les faire circuler? C'est une question qu'on a posée tout à l'heure. Eh bien, on a des pistes pour, par exemple, produire des traces par la co-signature, simplement, des publications. Produire des traces par l'archivage, des documents qui ont été produits, rassemblés par des écrits provisoires pour produire cette production, avec une datation de ces états provisoires. Dans l'activité des Léa, il y a production de données de recherche. Ces données peuvent être intéressantes pour leur dimension collaborative. En étudiant ces données, on peut analyser les fruits de la collaboration dans la recherche. Donc il y a là des traces à produire qui seraient utiles pour comprendre et donner à voir les actions de tel ou tel pour cette production, qui recueille, qui traite, qui co-rédige, etc. Enfin, troisième rôle identifiable dans les Léa, ce sont les données, on peut repérer des données sur la recherche et certains passeurs y contribuent. Ce sont des données qui peuvent nous renseigner sur la dimension collaborative pour pouvoir analyser les fruits de la collaboration et mieux comprendre, mieux donner à voir les actions des passeurs. Alors, où sont les actions des passeurs? Eh bien, sans doute sont-elles à l'extérieur de ce tableau, c'est-à-dire dans ces flèches qui remontent de l'activité dont nous venons de voir qu'elle pouvait donner lieu à recueil ou production de traces, vers à nouveau les champs de pratique, pratique d'enseignement-apprentissage, pratique de recherche. On peut faire le constat d'une dynamique à plusieurs échelles. Tout commence par un projet qui donne lieu à des réunions avec des interactions orales, des discussions, mais aussi des silences, et des prises de notes, des comptes rendus. Les éléments soulignés signalent l'existence de traces matérielles de l'activité évoquée. Les acteurs du Léa choisissent leur lieu de contribution, la recherche, la formation, l'expérimentation, l'observation, l'analyse. Et ces travaux génèrent une identité et donnent lieu à des bilans individuels. Le projet naît avant ou à l'occasion de la candidature qui répond à un appel cadrant et auquel il se réfère tout au long des 3 années du projet. Alors, ce qui est affiché là présente pour l'instant des passages et des circulations internes au Léa. C'est là que se produit la connaissance du Léa. Mais à une échelle plus grande, on voit que le projet émane d'un appel à projet auquel l'équipe a répondu. On voit apparaître l'échelle de l'inter-Léa. Le travail qui est produit au sein des Léa donne lieu à des bilans individuels, mais aussi des bilans collectifs qui eux-mêmes viennent nourrir des bilans annuels du réseau. On en a cité un il y a quelques instants.
Et le travail produit au sein d'un Léa donne lieu à des communications qui sont des actes de passeur selon le degré d'ouverture de cette communication. Donc on voit se produire des passages entre les Léas, et là on est plutôt dans des traces qui permettent de se connaître. Alors le tout se formalise encore avec des publications à l'occasion de participation à des émissions de la web radio Cas d'école, de l'ENS, mais aussi de la fabrique d'Eléa, par exemple. Il y a encore d'autres formes de publications en lien avec les manifestations du réseau, en lien avec des séminaires de rentrée, les rencontres du réseau, où sont organisées des conférences, et puis autour de ces activités-là sont publiés des articles, des numéros spéciaux de revues et des ouvrages. Cela nous ouvre donc à une échelle encore plus vaste, celle des passages entre le réseau et son extérieur, où il est question de se faire connaître. Alors, des traces ne sont pas présentées ici, par exemple les participations à des colloques, des assises, des journées d'études, mais aussi des conseils d'administration, des conseils d'école, des conseils pédagogiques où les passeurs jouent pleinement leur rôle de mise en lien interinstitutionnel. Mais nous avons évoqué là les communications directement, très directement liées au réseau lui-même. Alors, dans cette grande zone-là, violette, on voit qu'on est au niveau du comité de pilotage avec cette production des traces pour se faire connaître. Et du coup, on remarque que par ce schéma, le comité de pilotage et le comité scientifique jouent fortement leur rôle de passeur. Et les passeurs se repèrent sans doute plus clairement dans des écrits qu'on peut qualifier de provisoires, dans des traces qui seraient des traces génétiques, relativement informelles, voire parfois purement orales et spontanées des travaux d'Eléa. Ça correspond à la partie grisée. C'est sans doute à partir de là qu'on peut davantage les identifier. Les passeurs autres que le comité de pilotage et le comité scientifique sont plus discrets. Ils agissent dans des temps plus informels, on vient de le dire, dans des discussions, dans des courriels de mise en contact de diverses personnes. Alors, on peut tenter de placer dans ce schéma, ou de replacer les catégories de traces écrites d'Eléa qu'on avait abordées tout à l'heure, et on voit alors comment certaines traces mènent potentiellement plus sûrement à l'activité des passeurs que d'autres. Et du coup, par exemple, la trace trajectoire et l'indice, moyennant déchiffrage, semblent y conduire favorablement. En revanche, les traces exemples seraient davantage propres à conduire à orienter les passeurs soit comme gabarit, soit comme visée de production. Passons maintenant à la troisième et dernière partie de cet exposé, une partie conclusive où on va revenir sur la qualification de la trace et tenter de définir la trace d'activité du passeur. Alors, quelle démarche pour mettre en place cette qualification de la trace d'activité du passeur? D'abord, avoir en tête que il y a un lien entre traces et démarche d'enquête qui est important. Le retour sur les traces de l'activité des passeurs peut soutenir notre démarche d'enquête en reliant les deux pôles qui nous tiennent, celui de l'élaboration des connaissances et celui de l'engagement dans la transformation du monde que l'on observe et auquel on appartient. Ensuite, retenir que pour être qualifiée comme significative de l'action de passeur, une trace doit matérialiser les dynamiques à l'interface. Elle doit montrer la diversité institutionnelle de ses auteurs, mais aussi celle de ses destinataires.
Elle doit manifester la nature plurielle du contexte dans lequel elle documente une communication. Elle doit aussi être documentée du point de vue des acteurs qui sont impliqués dans l'activité analysée. Pour la qualification de la trace, il nous faut adopter des modalités particulières de recueil et de production de traces. Il y a là un enjeu méthodologique, mais aussi un enjeu heuristique. Cette sélection de la trace vise à faire preuve d'un rôle distribué et partagé entre tous, mais qui relève du croisement des arrière-plans de chacun. Alors, on peut faire cette démonstration par l'outillage méthodologique de la remise en situation de la construction collaborative du projet. Cette remise en situation peut se faire à partir de confrontations à des bilans individuels ou collectifs. Ces bilans portent le plus souvent sur le quoi ou le qui, qu'est-ce qu'on a fait, qui a fait, mais le comment pourrait être davantage abordé par des entretiens de confrontation au bilan. Autre situation qui permettrait cette méthodologie, observer des situations de négociation. Alors, il faut sélectionner une occasion d'interaction, de débat, d'interaction, de controverse. Par exemple, un moment stratégique auquel on a élu une méthodologie, ou bien décider de la construction d'un prototype ou d'un protocole expérimental, ou encore dans une situation de co-rédaction qui suppose différentes négociations. Alors, pour permettre la mise en place de telle approche méthodologique, eh bien, il faut, à mon avis, organiser le travail pour faciliter ces analyses des traces. Par exemple, favoriser les retours critiques sur les traces. Dans sa conférence de mai 2019, Yves Reter suggérait qu'en fin de réunion, soit systématiquement organisé un tour de table pour que chacun puisse s'exprimer avant que tout le monde se quitte. Eh bien, on pourrait prolonger cette proposition en suggérant d'en garder trace. En tout cas, ça permettrait d'adopter une démarche active pour systématiquement prévoir de documenter des traces que nous produisons ou recueillons. L'idée, c'est de permettre la possibilité de faire réagir les auteurs des traces en les leur présentant et en leur demandant ce qu'ils avaient en tête au moment de la production de ces traces. En leur demandant s'ils modifieraient cette trace dans le contexte dans lequel ils se trouvent à un moment ultérieur à l'action. Bref, il y a un enjeu là important dans le développement de nos méthodes de recueil et il serait intéressant notamment de dater toutes nos traces, de les archiver avec soin pour avoir la possibilité de les reconstituer en dossier de genèse. Alors pour conclure le propos et pour commencer peut-être de nouvelles manières de considérer les traces des Léa et des actes de passeurs dans les Léa, quelques traits sémantiques. Ces traces spécifiques ont des auteurs de différentes catégories. Elles permettent une communication interne aux Léa et elles se caractérisent par un changement d'orientation du projet qu'elles signalent. Ces traces relèvent aussi de la communication extérieure aux Léa dans des contextes inter-institutionnels et elles relèvent d'un discours méta. Elles permettent de matérialiser la genèse de nos travaux. Alors,
La lecture de ces traces présente plusieurs intérêts: identifier des liens et des dynamiques, produire des données sur nos recherches pour mieux les définir et, pourquoi pas, creuser un sillon à suivre. Finalement, chercher les traces d'actes de passeurs, c'est produire des données sur nos recherches Léa. Cela suppose que le recours aux traces de nos activités contribue à relier nos mondes. Et chercher ces traces, c'est donc contribuer à définir des spécificités de nos recherches collaboratives si difficiles à définir parce que difficiles à démontrer. Or, la trace, je le dis plusieurs fois, peut faire preuve. Je vous remercie de votre attention et je mets à votre disposition des références bibliographiques qui ont nourri le propos.